Bonjour tout le monde. Je vais attendre une minute avant de commencer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire Mise à jour du printemps à l'intention des résidents et des familles avec des conférenciers invités du ministère des Soins de longue durée de l'Ontario. Je m'appelle Taeyang Jung et je suis le coordinateur bilingue des événements et projets des conseils de famille Ontario. J'ai le plaisir d'introduire la séance d'aujourd'hui. Avant de débuter, j'aimerais prendre un moment pour faire une reconnaissance des territoires. Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississaugas du Crédit. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur quelques consignes pour le webinaire. Vous remarquerez que tous les participants sont en mode écoute seulement. Ça va rester comme ça pour la plupart de la présentation, mais nous avons réservé une partie interactive d'environ 10 minutes au milieu de la présentation où nous vous invitons d'allumer votre micro et participer. Pour tout ce qui est questions-réponses, nous avons réservé du temps aujourd'hui pour une période interactive à la fin. Tout au long du webinaire, veuillez utiliser la fonction Q&A pour soumettre vos questions. Nous répondrons à autant de questions que possible dans le temps permis. Si vous rencontrez des difficultés pendant la session, vous pouvez m'écrire un message direct sur Zoom ou un courriel à l'adresse events@fco.ngo. La séance d'aujourd'hui sera enregistrée et mise à la disposition des participants sur le site Web et la chaîne YouTube des Conseils de famille Ontario. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Lynn Jeshan, spécialiste du programme au ministère des Soins de longue durée. À toi la parole, Lynn. Merci beaucoup, Taeyang. Ça me fait plaisir de voir tout le monde et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette présentation sur les mises à jour pour le printemps. Donc, j'espère que tout le monde est capable de bel et bien voir la présentation et on va commencer. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. C'est pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Ça fait qu'aujourd'hui, je suis ici pour vous transmettre des mises à jour du ministère, notamment au sujet des mises à jour importantes sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 du printemps. Slide number 2, please. Je m'excuse. Des fois, on a des petits problèmes techniques. Donc, je suis vraiment ici pour vous mettre une mise à jour sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 du printemps 2024, des conseils sur les maladies respiratoires, solliciter vos commentaires sur la saison des maladies respiratoires de l'automne dernier et d'autres mises à jour du ministère. On est aussi pour vous offrir des renseignements sur le nouveau règlement sur les foyers de soins de longue durée. Il y a eu quelques amendements et aussi répondre à vos questions. Donc, diapositive numéro 3, s'il vous plaît. Ça fait que, comme je vous ai dit, on va commencer avec une mise à jour sur la vaccination du printemps ainsi que les changements apportés aux directives sur les maladies respiratoires. Prochaine diapositive, merci. Ça fait que grâce à vos efforts et à votre engagement et à vos sacrifices, nous avons pu traverser ensemble une difficile saison de maladies respiratoires en 2023 et le début de 2024. La protection et l'équilibre de la santé et du bien-être des résidents des foyers de soins de longue durée demeurent une priorité absolue. Et nous sommes conscients des répercussions, des éclosions et des mesures sur les foyers de soins de longue durée. Toujours soucieux de donner la priorité à la santé et à la sécurité des résidents, des membres du personnel et des fournisseurs de soins dans les foyers de soins de longue durée, nous aimerions vous fournir des mises à jour importantes concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19 du printemps 2024, ainsi que les changements apportés aux directives en matière d'infection respiratoire. Prochaine diapositive.
Le meilleur moyen de se protéger contre les conséquences graves, dont l'hospitalisation et le décès, en raison des infections respiratoires virales, consiste à se faire vacciner et à rester à jour avec les vaccins. Donc, l'importance que vous receviez vos vaccins. En raison de l'affaiblissement de l'immunité et contre la saisonnalité n'a pas encore été établi pour la COVID-19, le Comité consultatif national de l'immunisation, dont la CCNI, a recommandé un vaccin contre la COVID-19 au cours du printemps 2024 aux personnes présentant un risque plus élevé de maladies graves et d'hospitalisation, notamment les résidents vivant dans les foyers de soins de longue durée. C'est que la campagne de vaccination contre la COVID du printemps se déroulera d'avril à juin 2024 et elle va cibler les personnes, les individus suivants. Donc, les adultes de 65 ans et plus, les aînés résidant dans des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite et d'autres lieux d'hébergement collectif, les personnes âgées de 6 mois et plus qui souffrent d'une immunodéficience modérée ou grave, ceci en raison d'une affectation sous-jacente ou d'un traitement. Et pour terminer, les personnes âgées de 55 ans et plus qui s'identifient comme membres des Premières Nations, Inuits ou Métis, ainsi que les membres non autochtones de leur ménage qui ont 55 ans et plus. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le vaccin contre la COVID-19, ce printemps, revêt d'une importance particulière pour les personnes présentant un risque accru de maladies graves attribuables à la COVID-19 et qui n'ont pas reçu de dose lors de la campagne de l'automne et d'hiver dernier. Vous, résidents présents sur ce webinaire, ou les personnes admissibles, donc nos fournisseurs de soins, membres de famille, vous pouvez recevoir votre vaccin contre la COVID-19 6 mois après que vous avez eu une dernière dose ou une infection à la COVID-19 confirmée. Si vous pouvez recevoir une dose de vaccin à un intervalle plus court, disons un minimum de 3 mois, ceci peut être fait à la demande de votre fournisseur de soins. Prochaine diapositive. Nous prévoyons une campagne de vaccination cet automne en 2024 qui comprendra la COVID-19, le VRS et la grippe. De plus amples détails vous seront communiqués à l'approche de l'automne. Vous pouvez utiliser le lien affiché sur la diapositive si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur le programme de vaccination contre la COVID du printemps 2024 du ministère de la Santé. Prochaine diapositive. Donc, les foyers continuent d'être tenus de respecter les exigences en matière de prévention et contrôle des infections, communément appelées PCI. Ceci énoncé dans la loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, les règlements de l'Ontario et la norme de prévention et contrôle des infections pour les foyers de soins de longue durée. Ceci comprend les points suivants. Le port d'un masque en fonction d'une évaluation des risques, le dépistage périodique des signes et symptômes d'infection chez les résidents, l'hygiène des mains, la réalisation de vérifications périodiques en matière de prévention et contrôle d'infection. Compte tenu de ces changements visant à améliorer le programme de PCI dans les foyers de soins de longue durée et en conformité avec l'approche du ministère de la Santé visant à intégrer et à fusionner les directives en matière de COVID-19 avec des directives plus générales sur les maladies infectieuses, le ministère des Soins de longue durée a révoqué la directive ministérielle spécifique à la COVID-19 et le document d'orientation connexe le 19 avril dernier.
Ces documents seront archivés et resteront accessibles en ligne à titre de référence uniquement. Ce changement permet de rationaliser et d'intégrer le nombre d'exigences et de documents d'orientation en matière de prévention et contrôle d'infection et de gestion des épidémies pour les foyers de soins de longue durée. Notez que les foyers doivent aussi continuer de collaborer avec leur bureau de santé publique local en cas d'éclosion et suivre les directives du ministère de la Santé en matière de prévention et contrôle des éclosions. Prochaine diapositive. Ces directives ont été élaborées à l'intention des bureaux de santé publique afin d'aider à gérer les éclosions. Donc, qu'est-ce qui a changé? Premièrement, nous avons recentré l'orientation pour souligner l'importance de l'équilibre entre la santé mentale des résidents, le soutien aux fournisseurs de soins et la prévention et le contrôle des infections. Qu'est-ce que ceci veut dire? Donc, que vous pouvez-vous faire pour rester en bonne santé? Recevoir vos vaccins, nettoyer les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou savon et de l'eau tiède si vos mains sont visiblement sales, avant de manger, après d'être allé aux toilettes, après avoir touché les poignées de porte, les rampes, ainsi qu'avant et après d'avoir touché votre visage. Suivez les exigences de votre foyer en matière de prévention et contrôle des infections. Donc, l'utilisation des épis, l'hygiène des mains, etc. N'oubliez pas, assurez-vous que les membres de votre famille et vos amis restent chez eux s'ils se sentent malades. Bien important. Prochaine diapositive. Les foyers doivent également continuer à travailler avec leur bureau de santé publique local en cas d'éclosion et sont guidés par les nouvelles directives sur la prévention et le contrôle des éclosions du ministère de la Santé. Ce document d'orientation a été rédigé à l'intention des bureaux de santé publique pour aider à gérer les éclosions. Les changements mettent en évidence l'importance d'un équilibre entre la santé mentale des résidents, le soutien des fournisseurs de soins et la prévention de contrôle et d'infection. Prochaine diapositive. Nous commençons déjà à nous préparer à la prochaine saison des maladies respiratoires. Il s'agit notamment d'examiner les leçons tirées et les résultats de la dernière saison. Bien qu'il y ait eu plus d'éclosions dans les foyers de soins de longue durée que l'année précédente, le nombre de cas a été inférieur et le risque de maladie et des conséquences graves dues à la COVID-19 ont été plus faibles. Le ministère examine les leçons tirées de la dernière saison des maladies respiratoires afin d'éclairer la planification pour la prochaine saison des maladies respiratoires. Prochaine diapositive. Pour nous aider, dans ce cadre de la séance d'aujourd'hui, nous espérons avoir directement votre avis, l'avis des résidents, des fournisseurs de soins et des membres de famille sur ce qui a bien fonctionné et sur ce qui pourrait être fait de mieux. Donc, nous voulons vous poser les quelques questions, les prochaines questions. Pensez à ceci. Qu'est-ce qui a bien fonctionné lors de la dernière saison des infections respiratoires? Que pourrait-on faire différemment pour mieux soutenir la santé, la sécurité et le bien-être des résidents, des familles et des fournisseurs de soins pendant la prochaine saison des infections respiratoires? Avez-vous d'autres observations? Nous avons maintenant environ une dizaine de minutes pour que nous puissions avoir vos commentaires, vos impressions et vos réactions sur ces sujets. Donc, si vous voulez bien,
Si vous voulez rajouter des commentaires, vous pouvez lever la main et on va prendre vos questions ou vos idées, vos interrogations pour que l'on puisse avoir vos avis. Hmm. Madame Sylvie McLean. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'avais mis les questions dans la petite affaire, là, mais je suis contente que je peux les dire. Ma mère, juste 2 semaines passées, a dû rester dans sa chambre. Ma mère est dans une résidence à Stittsville. Elle a dû OK. rester dans sa chambre pour 10 jours parce que la dame qui habite avec elle, tu sais, sont dans une chambre Oui, dans une chambre partagée, semi-privée. semi-privée, c'est ça. Et parce que ma mère, elle est dans une chaise roulante, elle peut pas se promener du tout. Donc, pour elle, c'était facile de rester dans sa chambre. C'était pas la meilleure chose, mais c'est ça qu'ils nous ont dit qu'il fallait qu'il se passe. Mais la dame qui avait les symptômes, elle se promenait partout dans le plancher, sur le plancher partout. Et en plus, elle allait se coucher dans le lit de ma mère. OK, donc mon commentaire, c'est, premièrement, est-ce que c'est encore 10 jours, l'isolation? Et deuxièmement, ce qu'on a remarqué, surtout dans notre place, c'est impossible de les garder isolés parce qu'ils n'ont pas l'idée de rester dans leur chambre. Vous voyez, c'est ça qu'ils font toute la journée, ils se promènent partout, partout. Donc, on s'inquiète beaucoup pour ma mère elle était vraiment triste. Ma sœur a dû aller la voir chaque jour, puis c'est très difficile parce que ma sœur, euh, en tout cas, c'est compliqué, mais ça l'a juste ajouté beaucoup, beaucoup de stress à tout le monde. Puis, de toute façon, ça n'a pas aidé pour l'infection. Puis la dame, finalement, elle n'a pas eu le COVID. C'était juste un petit rhume ou quelque chose. Mais en tout cas, je vous laisse, Vous me je donnez vous la laisse parole. répondre, cela, oui. Merci beaucoup, Madame McLean. Écoutez, comme de raison, je ne peux pas parler de situation spécifique. Cependant, euh, les maisons, les établissements de soins de longue durée doivent toujours être en communication avec leur bureau de santé publique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapporter cette question, ces informations-ci à mes collègues qui travaillent avec le Bureau de santé publique et puis on espère être capable de vous répondre. Qu'est-ce que je vous suggère? Deux choses. Numéro un, s'il vous plaît, si vous avez des questions par rapport aux procédures de contrôle d'infection dans un établissement, dont celui où est votre mère, définitivement, entrez en communication avec l'équipe de gestion parce qu'ils pourront être plus habiles à répondre à vos questions et les directives qu'ils ont reçues de leur bureau de santé publique local. OK? Mais c'est un très bon point que vous apportez par rapport aux résidents qui se promènent, ainsi que la période de 10 jours d'isolation pour les gens qui sont co-chambreurs ensemble. C'est que c'est Mhm. des points qu'on va ramener définitivement pour être étudiés davantage. Merci beaucoup pour vos commentaires et j'espère que votre mère va beaucoup mieux. Oui, oui, et merci de m'avoir écouté. Merci ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres participants qui auraient des questions à ajouter? Je pense qu'il y a peut-être une autre madame ou monsieur. Je vois quelqu'un. OK. C'était vous, Madame McLean, c'est que votre main est encore levée. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? S'il n'y a personne, je vais poser quelques questions juste pour vous faire penser si vous avez des commentaires à rajouter. Donc, avez-vous des commentaires au sujet du port des masques? Et ceci surtout par rapport le port des masques en tout temps par le personnel des foyers. Comme vous vous souvenez, l'hiver dernier, l'automne-l'hiver, le personnel infirmier et tout personnel des foyers devait porter des masques en tout temps. Est-ce qu'il y a quelque chose, des commentaires, vous voulez rajouter à ceci?
Pensez-y aussi, avez-vous des idées ou des suggestions pour améliorer la prise des vaccins? Ah, il y a une Madame Jeanne Loisel qui aurait sa main. Madame Loisel, est-ce que vous pouvez nous parler? Si vous pouvez juste enlever votre petit bouton, le petit bouton qui dit mute, comme ça va être plus facile à communiquer. Madame Loisel, est-ce que vous êtes encore présente? Ah, OK. Ça fait que, je m'excuse, on n'est pas capable d'entendre Madame Loisel, mais qu'est-ce que je vais suggérer, Madame Loisel, à la fin de cette présentation? Il va y avoir un courriel où vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos impressions de qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière saison de maladies respiratoires. Tout commentaires sont grandement appréciés parce qu'on veut toujours améliorer la santé et sécurité de nos résidents et nos membres de famille. Ceci dit, nous allons continuer la présentation. Est-ce que... Merci beaucoup. Ça fait que maintenant, on va parler des principaux changements apportés au financement du fonctionnement des soins de longue durée. Prochaine diapositive. Donc, durant la dernière année, il y a il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés au financement des établissements de soins de longue durée, dont il y a eu une augmentation de 353,1 millions de dollars qui va être déversée au courant de la prochaine année. Cela représente une augmentation d'environ 6,6 pour les résidents comparativement à l'an dernier. Donc, ceci revient à un équivalent d'environ 12,96 par résident par jour. Donc, cette augmentation du financement aidera les foyers à continuer à fournir des soins infirmiers et des services de soins personnels aux résidents, va augmenter les programmes et les activités, va aussi être envoyé des fonds pour l'entretien ménagerie, la blanchisserie ou la buanderie et les repas aux résidents. L'augmentation du financement de cette année inclut une augmentation de 8 pour la nourriture directement destinée aux résidents. Et ceci, c'est afin d'aider avec maintenir et aussi aider à améliorer la qualité des repas. Prochaine diapositive. Par ailleurs, les foyers de soins de longue durée reçoivent un financement ponctuel de 202 millions de dollars pour aider à améliorer la qualité et la sécurité de l'hébergement pour les résidents. Ce financement peut être utilisé pour différentes améliorations nécessaires à l'entretien du foyer, du mobilier, de l'équipement et d'autres articles afin d'améliorer la vie et l'hébergement de nos résidents. Prochaine diapositive. Donc, nouveau règlement pour les foyers de soins de longue durée en Ontario. Le 26 avril dernier, le ministère a apporté certains changements aux règles que les foyers de soins de longue durée doivent respecter. Ces changements comprennent notamment des exigences en matière de qualification pour certains postes, des dispositions relatives aux pandémies, la climatisation et les foyers de remplacement. Prochaine diapositive. Donc, pourquoi que les changements ont été apportés? Ces changements ont été apportés pour qu'ils, d'une fonction rétroactive, et que parce que le ministère a reçu beaucoup d'informations de nos résidents, de nos familles et des fournisseurs de soins, ainsi que des foyers eux-mêmes. Donc, l'Association des résidents et des conseils des résidents a aidé le ministère à établir des liens avec des représentants
Des résidents, des conseils de famille de l'Ontario ont aussi aidé le ministère à établir des liens avec tous ses représentants et nous fournir des informations sur des améliorations. Prochaine diapositive. Premier changement par rapport à la qualification du personnel. Donc, à compter du 1er mai dernier, donc la semaine dernière, ceci, c'est un grand changement. Jusqu'au 1er juillet 2025, donc le 1er mai 2024 jusqu'au 1er juillet 2025, les foyers continueront d'avoir la possibilité d'embaucher une personne pour fournir des services de soutien à la personne si elle possède les compétences, la formation et les connaissances nécessaires pour effectuer les tâches d'une personne préposée au service de soutien à la personne, même si elle ne répond pas aux exigences de qualification. Les foyers ont la possibilité d'embaucher et de garder des personnes qualifiées parmi leur personnel, par exemple en supprimant le minimum d'années d'expérience requises pour les responsables désignés d'un programme de bénévolat ou du programme de rétablissement. Prochaine diapositive. Aussi, à côté du 1er mai, donc depuis la semaine dernière, les professionnels de la santé réglementés et inscrits d'autres professions de la santé peuvent maintenant effectuer des évaluations de la peau dans certaines circonstances. Ceci pourrait inclure un membre d'une profession de la santé réglementée agissant dans le cadre de son champ d'exercice. Aussi, on peut inclure un étudiant en soins infirmiers externes qui satisfait aux exigences nécessaires énoncées dans le règlement. Prochaine diapositive. Bien important, à compter du 1er juillet, les étudiants en soins infirmiers externes qui travaillent dans les foyers peuvent administrer des médicaments sous la supervision d'un membre du personnel infirmier inscrit si le titulaire de permis détermine qu'il possède les compétences, les connaissances et l'expérience, entre autres conditions, pour exercer ces rôles. Les infirmières auxiliaires autorisées peuvent aussi effectuer des évaluations pour déterminer l'admissibilité aux soins de longue durée. Tout ceci favorise de meilleurs soins aux résidents en permettant aux infirmières auxiliaires autorisées d'exercer pleinement leur champ de compétences d'exercice et aussi en libérant les infirmières autorisées pour qu'elles puissent, ils ou elles puissent, se concentrer sur des tâches cliniques de niveau supérieur pour les résidents. Prochaine diapositive. De plus, petit changement par rapport à la pandémie. Donc, à compter du 1er juillet 2024, comme le nombre d'éclosions dans les foyers a diminué, le ministère a supprimé certaines règles relatives à la pandémie pour s'assurer que les évaluations de l'admissibilité des demandeurs communautaires soient effectuées avec les renseignements les plus à jour et les plus exacts disponibles sur les besoins d'un demandeur. Ainsi, la pandémie ne peut plus être utilisée comme un motif de sortie du foyer. Prochaine diapositive. Donc, il y a des exceptions à partir du 1er juillet. C'est les exceptions qui donnaient au foyer une certaine souplesse pour les soins infirmiers de 24 heures sur 24. Le directeur de soins infirmiers, des soins personnels et l'orientation du personnel seront supprimés. Les résidents continueront d'avoir accès aux visiteurs en cas d'urgence. Bien important. Aussi, depuis le 1er mai dernier, donc depuis la dernière semaine, on a des changements au niveau de la climatisation.
Ces changements donnent aux résidents plus de choix pour la climatisation en précisant dans quelle situation les foyers n'auraient pas à installer une unité de climatisation portative ou de fenêtre si les résidents le demandent. Lorsque la température ambiante est de 26 degrés Celsius ou plus, sans climatisation, pour le reste de la journée ainsi que le lendemain, les foyers doivent mettre en œuvre un plan de gestion des maladies liées à la chaleur pour assurer le confort et la sécurité des résidents. Prochaine diapositive. Maintenant, on parle de foyers de remplacement. À compter du 1er juillet 2024, lorsque les résidents sont transférés de leur foyer existant à un foyer de remplacement connexe ou réouvert, ils sont en mesure de déménager plus rapidement grâce à des exigences d'admission simplifiées. À l'heure actuelle, cela se limite seulement aux foyers exploités par le même titulaire de permis. Le changement étendra cela aux foyers exploités par des titulaires de permis liés sous réserve des exigences applicables. Prochaine diapositive. Le ministère continuera de tenir les résidents et les familles informés et d'écouter leurs questions et leurs préoccupations. Bien qu'il incombe au foyer de suivre les règles, le ministère a fourni un soutien pour les aider à le faire. Le ministère continuera de proposer des changements fondés sur les expériences acquises dans le respect des règles. Prochaine diapositive. Ceci dit, je vous remercie sincèrement pour votre attention et votre participation à ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, on a une petite période de questions. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez voir que on a notre adresse courriel et vous pouvez soumettre vos questions, des commentaires, des suggestions au site web suivant, le mltc.correspondance@ontario.ca. Donc, je veux juste aller voir. Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose une question en ce moment? Madame Loisel, est-ce que vous êtes capable de parler? Oui, Ah, m'entendez-vous? oui, là, je vous entends. Je m'excuse, c'est ma première fois de jouer avec le système. C'est absolument correct. C'est toujours nouveau. On apprend toujours quelque chose de nouveau. Ça fait que j'apprécie vraiment qu'on soit capable de communiquer. Comment Ben, est-ce qu'on... merci pour votre patience. Moi, j'ai un conseil ou Une suggestion? ben, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait le vaccin RSV qui était supposé d'être donné à la résidence. OK. Et puis, ma mère, elle a COPD, puis OK. elle vient malade à chaque année. Toute sa vie, ça a été comme ça. Au mois de janvier, février, ma mère tombe malade. En tout cas, cette année, je pensais que c'était pour être disponible à donner, mais la résidence ne pouvait pas. J'ai eu la raison, c'était qu'il n'y avait pas assez de staff. Il n'y avait pas fait la commande des vaccins. Alors, j'ai emporté ma mère à une pharmacie. J'ai pu Oh, avoir une prescription du médecin de la résidence qui a été envoyée à la pharmacie. La pharmacie a accepté de lui donner le vaccin et j'ai payé le 250 $. C'était pas oh, wow. l'argent, c'était le fait que moi, j'étais capable de donner la chance à ma mère d'avoir le vaccin. Je ne sais pas combien d'autres résidents dans cette résidence qui n'ont pas eu la chance de l'avoir ou s'ils ont été malades du RSV, j'ai aucune idée.
Mais je me demande à quel point que ça devient. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une situation de même? Comme je dis, moi, j'étais chanceuse, on avait les fonds, ma mère a pu marcher, alors c'était pas un problème, mais les seuls qui peuvent pas, qu'est-ce qui arrive? Ah, très, très bonne question et je m'excuse de l'expérience, mais merci d'avoir partagé parce que je pense que c'est un point important qu'on va ramener peut-être qu'on va définitivement ramener pour pour qu'on puisse adresser l'issue à propos de la distribution des vaccins. Je sais que la distribution est faite par les bureaux de santé locales, mais c'est quelque chose que peut-être nous autres, à un niveau plus élevé, on peut travailler plus assidûment avec les bureaux de santé publique locale pour qu'on puisse faciliter et aussi prévenir des situations comme vous avez vécu. Merci beaucoup, c'est grandement apprécié. Je pense qu'il a, est-ce qu'il a d'autres questions? Je vais regarder les questions et réponses. Ah, mon Dieu, on en a plusieurs. Euh, Est-ce que tous les médicaments qui peuvent être administrés de cette façon? Puis là, je me demande, Madame McLean, euh, quel médicament spécifiquement parliez-vous? Oui, merci. J'avais participé avec le gouvernement de l'Ontario à la session où ils demandaient l'information. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on pensait de ça euh, pour que d'autres administrent les drogues. Puis je croyais qu'ils avaient Ah, dit que ce ne serait pas les drogues pour euh, pas les psychopathes. C'est quoi le qu'est-ce que vous mot, là, voulez dire mais les médicaments contrôlés? contrôlé. Merci. De rien. Oui, ça fait que remarquez, si on regarde avec l'administration des médicaments, si c'est une infirmière auxiliaire, ils ont la possibilité, selon leur champ de pratique, d'administrer des médicaments contrôlés. Quand OK. on parle de d'autres personnes qui pourraient être qualifiées pour administrer, ceci va dépendre complètement de leur champ d'expertise et de la réglementation de leur collège. Donc, Mhm. mais on aime mieux, on va ramener ceci, mais définitivement, habituellement, ça se peut qu'il y ait certaines restrictions dépendant de l'individu. Donc, ça ne sera pas des préposés, mais ça serait quelqu'un qui est enregistré pour être capable d'administrer les médicaments. Est-ce que OK. ça l'aide avec Oui, ceci? oui, ça serait bien de. Je ne sais pas, vous avez fait une belle présentation, mais peut-être ajouter à côté Un un petit petit point quelque sur les chose. médicaments non contrôlés et les médicaments contrôlés. C'est Parfait. ça, parce que ça l'inquiétait plusieurs, puis moi aussi, parce que je sais comment c'est occupé lorsque l'infirmière donne les médicaments. Puis j'imagine que personne n'aimerait faire des fautes, là, tu sais, surtout pour Absolument. ceux-là. Oui. OK. Mhm. Avec expansion des rôles. Des choses, des commentaires, très bons commentaires pour qu'on puisse ramener et, comme de raison, toujours améliorer nos services aux résidents. Mhm. Aussi, il y a Madame Lisette Clément. Votre question est, est-ce que le vaccin du RSV est gratuit pour les RPA? Là et là, je ne connais pas l'acronyme de RPA. Est-ce que vous êtes capable de parler, Madame Clément? Je vais voir si je suis capable de faire parler. Madame Clément, est-ce que vous êtes encore là? Et malheureusement, Madame Clément, je ne pourrai pas répondre à votre question, mais je vais quand même le ramener à notre équipe. Est-ce que ça, OK, si fait partie de, OK, Madame McLeod, comment est-ce que les nouveaux fonds sont partagés si le foyer fait partie d'une grosse compagnie?
Bon, ça fait que, comme vous avez vu dans la présentation, les maisons reçoivent de l'argent. La majorité des fonds, les nouveaux fonds qui sont octroyés aux maisons, doivent être donnés directement aux résidents. Donc, c'est vraiment pour les services de nursing, l'alimentation, tout ça. Les maisons peuvent utiliser une petite partie des argents, si vous voulez, qui sont octroyés pour la gestion de la plus grande compagnie, mais la majorité des fonds où ça a été alloué par le ministère à ce moment-ci doivent être donnés directement. Il faut que ça aille directement aux soins des patients. Et puis, est-ce qu'il y a une autre question? Comment qu'on vérifie ça, que c'est allé là? J'ai Madame Baudry qui parle. Oui. Bonjour, Madame Baudry. Bonjour. Comment est-ce que c'est vérifié que l'argent a vraiment été pour les soins des patients? Ah, Au bout de bonne la question. ligne, là, qui vérifie ça, puis comment que c'est fait? J'étais pour demander ça aussi. Merci, Nicolas. Ça fait que Mme Baudry, puis Mme McLean, oui. Ça fait que les argents, quand ils sont octroyés, on a tout un processus, on a une équipe fiscale en arrière-jeu qui, eux, sont les personnes responsables qui surveillent comment que les argents sont alloués. Les détails de ceci, je ne peux pas vous les donner. Je ne suis pas un expert en finance, malheureusement. Mais je peux vous dire qu'on a nos services financiers qui font les suivis avec les maisons pour s'assurer que les argents sont bien alloués aux différents programmes. Parce que, comme disons, un repas. Un repas, ça peut être de bonne qualité, puis ça peut être de qualité beaucoup minime, OK. pour la Ça fait moindre coût. je peux comprendre. Je sais que les maisons, quand c'est de l'argent qui est octroyé directement à l'alimentation et à la nourriture, ceci devrait être ajouté directement pour ce service-là. OK. Je pense que vous êtes tous au courant que vous faites partie des conseils des résidents ou conseils des familles. Ça, c'est des choses que vous pouvez demander lors de vos réunions au niveau de vos établissements, de vos foyers respectifs pour savoir comment la maison alloue ces nouvelles argents-là, si vous voulez, au niveau des services. Je pense que vous faites aussi, il y a un survey annuel qui doit être fait. C'est des choses que vous pouvez faire. Et la maison doit aussi avoir des rencontres pour répondre à vos questions. Euh, si jamais vous avez des inquiétudes à propos de l'alimentation ou quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez toujours poser des questions au niveau de la gestion. Et il y a aussi le bureau des inspections du ministère. Donc, dans les maisons, vous avez le numéro 1-800. Vous pouvez toujours faire appel pour que si vous avez des inquiétudes ou des plaintes, vous pouvez demander qu'un inspecteur puisse aller au foyer pour faire un suivi avec vos inquiétudes s'il y a quelque chose relié à l'alimentation ou nutrition. Est-ce qu'il y aurait autre question? Dans un cas où je m'excuse, Madame Clément, vous avez écrit, dans un cas où la maison de soins de longue durée a acheté une résidence de personnes âgées où le conjoint ne demeure pas ensemble, est-ce que le conjoint aurait besoin du vaccin? Ça, c'est vraiment dépendant du conjoint. Ça, je ne peux pas parler pour le conjoint. N'oubliez pas, n'importe qui a plus que 65 ans est fortement encouragé à avoir leur vaccin, surtout s'ils présentent différents problèmes de santé connexes. Et ça, c'est non seulement pour les résidents qui sont en soins de longue durée, mais aussi pour la population au large qui demeure en communauté. Donc, c'est les principes et les campagnes de vaccination automnale. Comme vous savez, on encourage, les médecins de famille encouragent que les personnes qui ont 65 ans de plus, qui ont des problèmes de santé, qui ont peut-être des problèmes des problèmes de santé d'immunodépression, les catégories dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, ils vous suggèrent fortement d'avoir vos vaccins.
mais je dirais que ce conjoint-là en question devrait consulter avec son professionnel de santé par rapport à ses besoins au niveau de vaccin. Est-ce qu'il y aurait autre question? Euh, je suis en train d'écrire la mienne, là, c'est long, là. Ça a le rapport aux patients qui sont hospitalisés et qui doivent sortir de l'hôpital et puis ils ne peuvent pas retourner chez eux pour toutes sortes de raisons. Alors, il était sur une liste, je ne sais pas si c'est une liste d'urgence ou quoi, mais une fois qu'ils sont rendus dans le nouveau foyer, pourquoi qu'ils ne pourraient pas être remis sur une liste de crise, sur la liste de crise pour qu'ils ne soient pas remis au bout de la ligne euh, pour aller dans la maison de Alors, leur choix? OK. Ça, très bonne question, Madame Baudry. Et ça, c'est une question par rapport à la gestion des placements qui est faite par les bureaux c'est le Home and Community Care Support Services. En français, c'est le bureau de soins Oui, à domicile. Et OK, c'est eux qui gèrent les listes de placement ainsi que les transferts entre soins de longue durée. oui, Malheureusement, je ne peux pas répondre à ça. Je sais qu'ils ont des processus qu'ils doivent suivre, qui sont établis dans la législation. Euh, mais s'il vous plaît, envoyez votre question, puis on va peut-être être capable de vous répondre. Si vous avez le courriel en bas, là. oui, OK. OK? Et Madame McLean, j'en ai beaucoup d'autres questions, mais je vais envoyer un courriel. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste vérifier encore une fois. Oh mon Dieu, vous en avez plusieurs, Madame McLean. Les gens qui ont un manque de mémoire ne restent pas dans leur chambre. OK, merci. Je crois que c'est bien que c'est bien de pas de masque lorsqu'il y a une période de bonne santé. Il y a encore beaucoup d'employés qui se promènent en place avec des masques. Oui, très vrai. Euh, Ça fait que, Madame McLean, on a pris tout ceci en note. On vous remercie beaucoup. Et pour tous les gens qui sont présents, résidents, membres de famille, ainsi que mes collègues du ministère qui sont en arrière et qui sont en train de me supporter, ainsi qu'aux organisateurs de la conférence, un grand merci. N'oubliez pas, vous pouvez toujours envoyer un courriel au ministère, au site web en bas, tel qu'en bas, au mltc.correspondance@ontario.ca. On apprécie tous vos commentaires, toutes vos questions. Et oui, il va y avoir une présentation en anglais ce jeudi et je suis sûre que Taeyong va être capable de vous fournir de plus amples renseignements. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup, Lynn, pour ta présentation, puis aussi pour le ministère des Soins de longue durée pour cette intervention. Nous vous rappelons aussi exactement que le webinaire d'aujourd'hui a été enregistré et ça va être disponible sur le site web des Conseils de Famille Ontario et notre chaîne YouTube. Et nous allons avoir un webinaire en anglais ce jeudi à 10h30. Ça va me faire plaisir de partager l'information aux participants aujourd'hui. Et voilà. Alors, merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne reste de journée. Merci. Merci. Merci.